Eh bien, on est toujours sur Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants, toujours dans notre matinale qui est consacrée au placement équilibré. On a vu ce qu'était un placement équilibré, on a vu pour qui était fait une stratégie patrimoniale équilibrée, on a parlé de la pierre papier. Eh bien, maintenant, on va parler des actions, on va parler des ETF, on va parler du PEA, on va parler du compte titre, on va parler de beaucoup de choses. Et on va parler avec deux experts qui sont ici sur le plateau. Alors, à ma gauche, Mathias Bassinou, vous êtes directeur France de Trade Republic. Bonjour, Mathias. Et puis, à ma droite, il y a Jérémy Tubiana. Vous êtes responsable vente ETF distribution fort de Lyxor Asset Management. Est-ce que je l'ai bien dit ? Parfait. Bon, bravo, super, merci beaucoup. Parfait. Tout va bien ? On peut commencer ? Tout va parfaitement bien. Alors super. Eh ben, Mathias, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, Trade Republic ? Bien sûr. Alors, Jean-Philippe, on a un problème majeur en Europe qui est assez simple. Et comme souvent, les startups, les entreprises qui se créent pour répondre à un problème. Le problème que nous avons en Europe, c'est que les Européens n'épargnent pas suffisamment pour leur retraite dans l'économie réelle. Si rien n'est fait, je prends le cas de la France, c'est à peu près 1000 milliards d'euros d'épargne retraite qu'il va manquer pour que le dispositif de retraite soit équilibré. Et les générations nées dans les années 80, 90 et 2000 perdront entre 30 et 45% de pouvoir d'achat au moment de leur retraite. Vous savez que vous plombez le moral de tout le monde. Alors, là. Hein. Le moral est bon quand on regarde la réalité en face telle qu'elle est. Et aujourd'hui, un jeune qui veut garder le même pouvoir d'achat au moment de sa retraite doit épargner 5% de son salaire à partir de ses 30 ans avec un rendement net annuel de 5%. Le calcul est là, c'est pas une opinion, c'est un calcul mathématique. Donc la répartition ne va pas suffire, il faut de la capitalisation. C'est une évidence, dans une période où, et c'est une bonne nouvelle, on vit plus longtemps, plus de 30 ans à la retraite pour les générations qui sont nées dans les années 90, à une période où les taux sont bas et où l'inflation reste malgré tout positive. Eh bien, il n'y a pas d'autre choix que d'investir pour son avenir. Donc, c'est pour ça que Trade Republic a été créé en Allemagne. Donc, début 2019, le lancement commercial par 3 jeunes Allemands qui ont imaginé cette application mobile pour que l'on puisse investir de manière durable, diversifiée et progressive surtout, dans des actions et des ETF du monde entier à moindre frais. C'est pas gratuit, parce que quand c'est gratuit, en général, c'est toi le produit. C'est qu'il y a un loup. Hein. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et donc là, c'est pas gratuit, c'est 1 euro par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre. Et surtout, il y a la possibilité, et c'est là qu'on se retrouve avec Jérémy, il y a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des plans d'investissement programmés, c'est-à-dire la possibilité d'investir une petite somme, à partir de 10 euros, tous les mois, sur des actions ou des ETF du monde entier, de manière automatique, et sans payer aucun frais de courtage. L'un des principaux freins à l'investissement en actions en France, on a fait une étude avec l'IFOP au mois de juillet qui l'a confirmé, c'est le fait que les Français pensent que la bourse, les actions, les ETF, c'est fait pour acheter au plus bas et vendre au plus haut. En fait, ça s'appelle pas investir, ça s'appelle spéculer. C'est pas interdit, certains le font très bien, mais c'est pas fait pour tout le monde parce que ça nécessite un niveau de formation assez fort, de bien s'entraîner, d'avoir des bons réflexes. Et puis il faut être prêt à essuyer des pertes aussi. En plus, investir, c'est un petit peu tous les mois, de manière diversifiée et donc progressive. C'est la meilleure manière, les économistes de Société Générale et d'autres aussi en Allemagne et aux États-Unis l'ont démontré, Warren Buffett le dit régulièrement, lorsque l'on investit de manière progressive et régulière sans se soucier du cours actuel, sans essayer de battre le marché, sans essayer d'être un trader, eh bien, moi, je préfère Warren Buffett à Gordon Gekko, si on veut. Et donc, il vaut mieux faire ça parce que ça réduit de 2 à 3 fois le risque de son portefeuille. On est aujourd'hui dans la matinale des placements équilibrés, donc c'est important. Et ça augmente de 2 fois sa probabilité de gain à 20 ans. D'accord. Donc, c'est comme ça que Trade Republic s'est créé. Trade Republic a conquis plus d'1 million de clients en Allemagne en 2 ans, levé 900 millions de dollars de capital au mois de mai dernier, est en train de s'étendre à toute l'Europe, s'est lancé en France il y a 6 mois et a déjà conquis les cœurs de plusieurs dizaines de milliers de Français. Donc nous espérons contribuer à créer toute une génération d'investisseurs avertis.
Oui, vous dites génération parce que c'est une application mobile, hein, on est d'accord. Il va y avoir un site internet, hein, je crois, mais pas tout de suite. C'est plutôt... Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, donc... Vous serez informés. Ah, d'accord. Donc là, il y a une petite info. Il y a un petit scoopiné. L'enjeu majeur de la bourse, d'après l'étude IFOP qu'on a fait au mois de juillet, c'est l'accessibilité. 80% des Français considèrent que l'investissement en actions devrait être accessible à tous. Donc quand on veut être accessible, eh bien, on utilise tous les canaux disponibles. D'accord, donc il va y avoir un site internet. On s'est créé de manière mobile natif, comme on dit. Et d'ailleurs, la moitié de nos clients à peu près ont moins de 30 ans. La moitié de nos clients également n'avaient jamais investi dans une action auparavant. Mais l'ensemble des canaux ont vocation à être utilisés, bien sûr. Ok, très bien, parfait. Donc, bientôt, un site internet, on aura compris. Alors, Jérémy, maintenant, est-ce que vous pouvez, la même chose, en fait, nous présenter Lyxor Asset Management ? Une fois que des acteurs comme Trade Republic ont développé une application, une plateforme en ligne pour investir sur les marchés financiers, et je suis complètement aligné avec le sujet de Mathias sur la nécessité d'épargner, il faut trouver les supports d'investissement. Donc, on peut investir évidemment sur des actions en direct, ou alors on peut trouver des fonds. Ces fonds-là sont gérés par des sociétés de gestion. Lyxor Asset Management est une société de gestion. Ça veut dire que l'on gère des fonds qui sont destinés à des investisseurs ou institutionnels ou à des investisseurs notamment particuliers. Chez Lyxor, on a 2 expertises. Donc on gère à peu près 200 milliards d'actifs sous gestion. Donc on a un acteur assez reconnu en Europe. Et sur ces 200 milliards, on a 2 activités. L'activité de gestion active. La gestion active, c'est quoi ? Ce sont des gérants qui ont un objectif de gestion, c'est de battre un indice de référence. Donc, par exemple, un gérant actif sur les actions françaises va avoir un objectif de battre l'indice CAC 40. Alors, il peut le battre, mais il peut aussi ne pas le battre. Et à côté de ça, on a l'activité ETF. Donc, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Et d'ailleurs, les ETF sont disponibles sur l'application Trade Republic. Un ETF... un objectif, c'est de répliquer un indice de référence. Donc, un ETF CAC 40 va répliquer à la hausse comme à la baisse l'indice CAC 40 dividendes réinvestis. En fait, que je comprenne bien, en fait, le fonds est composé des 40, puisque là on prenait le CAC 40, des 40 premières capitalisations boursières françaises. En fait, c'est ça. Et avec la pondération de l'indice. Donc on pourrait très bien acheter ces 40 valeurs de son côté, respecter les pondérations. Ça va être très long, très coûteux, parce que la valeur d'investissement de chacun des titres peut être assez important, alors qu'un ETF CAC 40, en soi, ça vaut quelques dizaines d'euros. Et en une transaction, on a accès aux 40 valeurs de l'indice CAC 40. Et donc, voilà. Donc, c'est le travail de Lyxor Asset Management. C'est ce qu'on appelle la gestion passive. La gestion passive, exactement. Active, en fait, là, il y a la gestion passive. En fait, là, le gérant, il fait plus grand-chose. Il réplique. Alors, il a un travail qui n'est pas forcément visible de la part des investisseurs, mais travailler sur la réplication, c'est un travail. On a une grosse équipe de gestion chez Lyxor qui gère les ETF. Et donc, c'est le travail de Lyxor, c'est de proposer des solutions d'investissement pour différents types de clientèle, et notamment les ETF qui vont être disponibles. Et effectivement, on est assez aligné avec Mathias sur le sujet. Mathias évoquait la simplicité, la transparence, la réactivité, la disponibilité pour pouvoir épargner. En fait, les ETF, c'est exactement ça. Ce sont des supports très simples, puisque investir sur un indice boursier, c'est assez simple, c'est assez compréhensible et lisible. Je vais investir sur le Nasdaq, sur le S&P 500, sur un indice chinois, sur un indice ESG. On parle de plus en plus de ESG, l'investissement environnemental, social et de gouvernance. C'est simple, c'est transparent. Je connais la composition de mon indice à tout moment. Et surtout, ça coûte moins cher. Ça coûte potentiellement moins cher, effectivement, en termes de frais de gestion. Exactement, les frais de gestion d'un ETF de gestion passive en général sont beaucoup moins élevés qu'un fonds de gestion active. Pour vous donner des chiffres, les frais de gestion d'un ETF, c'est autour de 0,3% par an. Un fonds actif, c'est plutôt 2%. Et c'est liquide. Un des sujets majeurs, c'est de savoir quand est-ce que je vais pouvoir utiliser mon argent. Est-ce que si je vends, je vais avoir accès à mon argent tout de suite ? Oui, sur un ETF, c'est disponible en bourse. On peut l'acheter et le vendre à tout moment comme une action. Donc, je peux acheter un ETF à 10h et le revendre à 10h02 si je le veux.
Ok, très bien, merci beaucoup. Pourquoi, Jérémy et Mathias, vous avez souhaité venir à deux? Visiblement, c'est un duo que vous aimez bien, hein, on vous retrouve généralement. Alors, pourquoi? Bon, peut-être que parce que vous êtes amis déjà, sûrement, mais voilà, non, mais pourquoi? Non, mais sérieusement, pourquoi est-ce que, effectivement, quand on parle action, quand on parle ETF, vous souhaitez parler comme ça à deux voix? En fait, la France, sur le plan de l'épargne, ne fait pas exception à sa réputation de pays à exception. Donc il y a l'exception culturelle française, l'exception gastronomique, voilà, il y a toutes les exceptions que vous voulez, et il y a l'exception de l'épargne française, où les épargnants français sont quelque part prisonniers d'un système qui ne leur rapporte pas grand-chose sur leur épargne. Il faut 140 ans pour doubler un patrimoine avec un livret A, il faut 60 ans pour doubler un patrimoine avec un fonds en euros, et où les frais sont très significatifs. En moyenne, sur l'épargne financière des Français, l'industrie financière prend 2% à peu près. C'est pas le cas ailleurs. C'est moins le cas dans d'autres pays, et c'est surtout pas le cas quand on respecte deux principes simples, ce qui consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et à ne pas les mettre tous en même temps. Et pour ça, la meilleure des manières, c'est effectivement probablement d'investir de manière progressive, automatique, dans des ETF. Pourquoi dans des ETF ? Parce qu'un ETF, pour le dire très simplement, c'est un panier d'actions, donc on diversifie en une seule fois. L'un des principaux freins psychologiques des Français à l'investissement en actions, c'est « je ne sais pas quelle action acheter ». Eh bien, si tu ne sais pas quelle action acheter, achète-les toutes. Achète l'indice MSCI World, 2000 actions du monde entier. Si tu es jeune, si tu as une conscience durable, eh bien, tu prends la version écolo de ce panier d'indices. Donc, il y a des possibilités de diversifier comme ça, et surtout les frais. Les frais, c'est absolument essentiel. On a fait une étude récemment avec Marc Toiti du cabinet AC Défi, qui a démontré que si l'on a... Donc on vise 5% de rendement par an avec 5% de son épargne à partir de 30 ans pour garder son pouvoir d'achat à la retraite. C'est pas mal, 5% par an déjà. 5% par an, c'est ce que rapportent les actions du monde entier depuis 120 ans en moyenne. À nouveau, si on achète un petit peu tous les mois, on touche la moyenne. C'est le cas depuis 120 ans. Ces 30 dernières années, c'est plus. Le CAC 40, c'est 7%. Mais voilà, visons 5%. Si l'on investit de manière traditionnelle, dans des enveloppes fiscales attractives, avec une banque, une compagnie d'assurance, un courtier, qui doivent se rémunérer, qui ont eux-mêmes des infrastructures technologiques anciennes, donc qui ont besoin de prélever des frais significatifs pour eux-mêmes vivre, eh bien, le rendement de 5% tombe à 1,9%. Ah oui. Avec des ETF, 0,2, 0,3 de frais en moyenne, avec des plans d'investissement programmés où les frais de courtage sont réduits, le rendement est à 4,5. D'accord. Voilà, tout est dit. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Ce qui se passe depuis 30 ans, je vais être un petit peu polémique, mais vous pourrez en parler peut-être avec d'autres invités. Ce qui se passe depuis 30 ans en France n'est pas un service que les banques et les assureurs rendent aux Français. C'est un scandale. Prendre 2% en moyenne de frais par an sur 5 000 milliards d'euros d'épargne financière des Français avec la valeur ajoutée qu'on connaît, c'est-à-dire qui est très faible, voilà, tout est dit. Quant au binôme avec Jérémy, c'est simplement le fait que nous partageons le même constat, nous partageons la même mission, quelque part, le même sens à notre engagement professionnel, et nous nous sommes retrouvés comme ça autour de cette volonté de démocratiser l'investissement efficace pour les Français. Je m'amuserais à dire qu'on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, parce que pas le même maillot, on n'a pas exactement le même métier. Mathias a développé, travaille pour Trade Republic, qui ont développé une application qui propose d'investir sur les marchés financiers en toute simplicité, à frais réduits et en développant justement des outils d'investissement programmés. Il est bon, il vous fait une bonne pub. Et les ETF, encore une fois, c'est simple, c'est à frais réduits et c'est efficace quand on met en place des investissements programmés. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment aligné sur la philosophie de type de produit, de solution que l'on peut proposer. Et après, encore une fois, sur le sujet de l'épargne, c'est vrai que souvent on se focalise sur l'approche des produits que l'on peut proposer. Nous, on essaye d'aller plus loin. On n'est pas là juste pour proposer des ETF ou juste une nouvelle application. Le sujet, c'est faire comprendre que les temps ont changé et qu'il faut prendre en main son avenir, préparer sa retraite. On peut se contenter de ne rien faire, mais ne rien faire peut être risqué avec l'inflation, etc. Il y a des méthodologies. Investir sur les marchés financiers, ça paraît compliqué, mais en réalité, ça peut être très simple. Il y a juste des bonnes pratiques.
Et c'est ce qu'on essaye de développer et d'appréhender auprès des investisseurs particuliers. Oui, c'est vrai que vous avez raison de parler de l'inflation. On a une reprise des prix qui sont à la hausse. Justement, il y a des économistes qui disent que c'est pas grave, d'autres qui disent que si, ça peut être embêtant. Bon, bref. Justement, par rapport à ça, on peut se dire, quand je laisse mon investissement sur mon compte courant, au moins je perds pas d'argent, mais justement net d'inflation, quand je considère l'inflation, en réalité, en réel, je perds de l'argent. Et pareil avec le livret A. Le livret A qui rémunère à 0,5 par an, si j'ai une inflation supérieure à 0,5, en réalité, en réel, je m'amuse souvent aussi à dire que l'inflation, c'est quoi ? Parce que souvent, on se pose la question, l'inflation, c'est la hausse des prix. C'est combien, aujourd'hui, la hausse, le prix de ma pizza que j'achète au restaurant augmente plus vite sur un an que la rémunération que j'ai de mon livret A. Donc c'est un sujet. Il y a d'autres façons d'épargner, il peut y avoir l'immobilier, mais il y a de plus en plus les marchés financiers, et pour finir là-dessus, aux États-Unis par exemple, l'épargne sur les marchés financiers est très développée, et les ETF sont complètement démocratisés là-bas. Alors, on l'a dit, cette matinée est consacrée à l'épargne équilibrée. Est-ce que c'est équilibré d'investir dans des actions ou dans des ETF? Mathias, si vous voulez commencer. Oui, bien sûr. En fait, tout dépend de la manière avec laquelle on le fait. Si l'on investit pour 20 ans, avec au minimum 15 actions différentes ou des ETF qui eux-mêmes intègrent un certain nombre d'actions, avec au minimum 15 actions différentes, de secteurs et de pays différents, et qu'on le fait un petit peu tous les mois, non pas tout en une fois, on peut considérer, et je suis prêt à en débattre, et j'aurai l'occasion d'en débattre, y compris avec le régulateur, mais on peut considérer que c'est un placement qui est relativement équilibré, tant que l'on considère, le seul paramètre, c'est y a-t-il de la croissance économique dans le monde ? S'il y a de la croissance économique dans le monde, à long terme, les entreprises vont croître, et si l'on est diversifié et progressif, on réduit par 3 son risque, on augmente par 2 sa probabilité de succès, on peut considérer que c'est un placement équilibré. Si l'on met tout, à 9h du matin, son salaire mensuel, sur une action ultra volatile, ultra risquée, qui bouge beaucoup, là, c'est un placement terriblement déséquilibré. Mais ce n'est pas la philosophie de ce que l'on défend avec Jérémy, avec l'Ixor, et avec les ETF à moindre frais. Alors justement, Jérémy, si je comprends bien, en fait, investir en action, c'est pas si risqué que ça. Enfin, ça peut ne pas être risqué, enfin pas trop risqué. Alors déjà, effectivement, quand on parle d'équilibre, on a l'habitude de se dire qu'un portefeuille équilibré, c'est 50% d'obligations et 50% d'actions. Bon, c'est équilibré en termes de classe d'actifs, mais est-ce équilibré en termes de risque ? On a souvent tendance de dire que les obligations sont potentiellement moins risquées que les actions. Mais en réalité, tout dépend du contexte de marché. On a eu hier un événement particulier en Chine qui a fait exploser les spreads de crédit sur certains titres, certains pays. Juste pour rappeler, il y a un gros promoteur immobilier chinois c'est Pékin qui a annoncé que peut-être qu'il ne pourrait pas payer toutes ses créances. Exactement. Or, il est excessivement endetté. Il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui ont mis des parts dedans. Donc voilà, on a un peu peur qu'il fasse défaut et qu'en fait, il y a une réaction en chaîne. Exactement. Donc en fait, investir sur les obligations, ce n'est pas sans risque. Investir sur les actions, effectivement, aussi, c'est un niveau de risque plus élevé que les actions, mais on peut arriver à des moments de marché où les obligations peuvent être plus risquées que les actions. Ça, c'est une chose. Et donc, effectivement, ensuite, l'investissement équilibré en actions, on peut le faire sur du long terme, de manière régulière. On l'a vu, on a fait ces études même chez l'Ixor. On a essayé de démontrer que investir progressivement et sur le long terme permettait de réduire le risque de perte en capital. Donc ça, c'est un point majeur. Donc oui, on peut être équilibré dans son investissement, en investissant sur les actions de façon rationnelle et non pas de façon spéculative. Quand on achète un bien immobilier, on paye un crédit tous les mois. On ne l'achète pas one shot d'un coup. En fait, l'investissement financier, c'est la même chose. Il faut le faire progressivement. On peut le faire en une fois, gagner peut-être de l'argent, en perdre beaucoup, mais les chiffres, les historiques de constatation des marchés financiers démontrent que l'investissement progressif et l'investissement sur le long terme
permet de réduire les risques. Et encore une fois, je fais ce lien avec l'immobilier parce que c'est important. On n'achète pas un bien immobilier qu'on va mettre en location pour le garder 2 ans. En 2 ans, ça ne sera pas rentable, a priori. On va le porter pendant très longtemps. Et alors justement, là, votre étude, là, c'est intéressant, où vous disiez qu'effectivement, on a presque pas une garantie sur le capital, mais enfin, on est quasiment assuré de retrouver sa mise. C'est au bout de combien de temps ? À partir de 20 ans, sur les historiques de constatation, à partir de 20 ans, on constate que, quelle que soit la période d'investissement, on a 0% de chance de perdre de l'argent en ayant investi sur les marchés financiers, que ce soit d'ailleurs de façon en une fois ou de façon régulière. Mais attention, c'est un historique de constatation. S'il n'y a pas de croissance pendant les 20 prochaines années, effectivement, quid de l'évolution des marchés financiers ? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sait pas comment vont évoluer les marchés financiers. C'est impossible de le prévoir, c'est compliqué. Il y a des gens dont c'est le travail, les gérants actifs, ils ont parfois raison, ils ont parfois tort, mais c'est compliqué. Et donc l'investissement programmé permet finalement de se prémunir de ce risque-là et de rentrer progressivement sur les marchés financiers de façon, encore une fois, équilibrée. On ne met pas ses yeux dans le même panier, donc on essaie de diversifier son investissement, mais on n'investit pas non plus en une fois, on peut le faire, mais on n'investit pas non plus en une fois pour être équilibré durant toute sa durée d'investissement. Et d'ailleurs, ça permet également d'investir de petites sommes, parce que ça aussi, c'est un frein majeur, c'est de se dire, j'investis pas sur les marchés financiers, parce que je n'ai pas envie d'investir tout mon argent, tout mon salaire. Aujourd'hui, via des apps comme Trade Republic ou via des ETF, on peut investir quelques dizaines d'euros, 10 euros, 20 euros tous les mois sur plusieurs années. Ok. Mathias, est-ce que l'investissement en action est fait pour tout le monde, est fait pour tous les particuliers ? L'investissement en action diversifié et progressif, oui, c'est indiscutable. Et c'est pas tellement qu'il est fait pour tous les particuliers, c'est qu'il faut que ça le devienne. Parce que si ça ne le devient pas, on ne court pas un risque de s'appauvrir, on est sûr de s'appauvrir collectivement. On sait le rôle essentiel, particulièrement ces dernières décennies, que jouent les grands-parents financièrement en soutien de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Si demain, les grands-parents, donc les retraités, perdent plus de 40% de pouvoir d'achat au moment de la retraite, qui va venir soutenir les enfants et les petits-enfants ? Donc il y a un sujet de société, c'est pas un sujet commercial, c'est pas un sujet limite d'entreprise, c'est un sujet de société majeur auquel il faut qu'on s'attaque. Et quand on voit, je regardais encore là, dans la presse il y a quelques semaines, que les générations nées dans les années 90-2000 aimeraient s'arrêter de travailler à 50 ans, majoritairement 55 ans, pardon, on a là encore plus un sujet de société. Donc la question n'est pas de savoir si c'est fait pour tout le monde ou pas. Le trading n'est pas fait pour tout le monde. L'investissement spéculatif pour gagner beaucoup d'argent très vite n'est pas fait pour tout le monde. Vous savez, il y a une image qui nous a tous beaucoup marqué si on regarde les médias cet été. C'est celle du footballeur Cristiano Ronaldo qui prend la bouteille de coca pendant sa conférence de presse et qui met une bouteille d'eau. Bien, ce que nous essayons de faire, et là où on se retrouve avec Jérémy, ce que nous essayons de faire avec Trade Republic, en allant sur les réseaux sociaux avec les influenceurs, c'est de remplacer et de retirer du regard de toute la jeune génération les sites de paris sportifs et les sites de trading ultra spéculatifs pour leur montrer l'investissement programmé, diversifié, à long terme, en actions et en ETF. Oui, la bourse, c'est pas du jeu, c'est pas du casino. Certainement pas. La bourse, c'est l'économie réelle, la bourse, c'est des emplois, la bourse, c'est l'innovation, la bourse, c'est la souveraineté de notre pays. On a vu, pendant la crise du Covid, a démontré l'immense déficit de capitalisation, de fonds propres de nos entreprises. Aujourd'hui, avec une application comme Trade Republic, on peut investir dans plus de 600 actions françaises. Donc il y a des j'allais dire, il y a des PEA, PME. Il y a des PME, voilà, c'est un cercle vertueux qu'il faut enclencher. Et à nouveau, 80% des Français n'ont pas l'intention d'investir dans des actions dans les 12 mois qui viennent, mais 80% des Français considèrent que ça devrait être accessible. Le problème, ça n'est pas les Français. Le problème, ça n'est pas le niveau d'éducation financière des Français. Le problème, c'est les institutions financières, c'est les banques et les assureurs, c'est les énarques qui ont complexifié à l'extrême l'investissement. Et c'est les frais. Et les frais, évidemment. Jérémy, parce que je ne vais pas poser la question à Mathias, parce qu'il va continuer à faire sa publicité, mais comment investir concrètement en bourse ? Une fois qu'on dit
qu'effectivement il faut le faire et que tout le monde a intérêt à le faire, on le fait comment concrètement ? Alors, on trouve déjà pour investir, on a eu souvent un phénomène intéressant après la crise qu'on a connue avec le Covid. On a eu beaucoup d'appels de clients particuliers, parce qu'on a une hotline chez nous de clients particuliers qui nous appellent pour nous questionner et justement qui ont voulu profiter de la baisse des marchés financiers. Parce que là aussi, il y a un état d'esprit qui est en train de changer par tout le travail qu'on essaye de faire au quotidien avec les influenceurs, la présence dans les médias, etc. Oui, c'est mature, ça. C'est plutôt juste parce que c'est contre-intuitif de se dire toujours, et c'est ce qu'il faut faire pourtant, mais c'est un petit peu contre-intuitif, c'est qu'effectivement, il faut acheter au plus bas. Exactement. Et en fait, là, on a eu beaucoup d'appels de clients particuliers qui nous ont sollicités pour nous dire j'ai regardé sur Internet, j'ai vu des influenceurs dans les médias qu'effectivement, il va falloir que je m'occupe de ma retraite. Les marchés ont perdu 30 à 40%. Je pense que c'est le bon moment d'investir sur les marchés financiers et j'ai envie de le faire sur du long terme. Donc, ça, c'était la première approche. Et donc, les gens nous disaient comment je peux faire pour acheter des ETF ? Parce que finalement, les ETF, c'est un sujet qui revient assez régulièrement parce qu'encore une fois, c'est simple, c'est à frais réduits. Donc, effectivement, il faut trouver une plateforme, un courtier, une application, comme les Trade Republic, pour déjà ouvrir un compte d'épargne. On ne peut pas acheter un produit financier, un ETF ou une action dans son compte courant. Il faut le loger dans une enveloppe d'épargne qui peut être le compte titre, qui peut être le PEA, le plan épargne en action, le PEA PME ou une assurance vie. Une fois qu'on a ouvert son enveloppe d'épargne, on va pouvoir acheter son support d'investissement. Donc ça peut être très bien une action, ça peut être très bien un ETF, ou alors un fonds de gestion active quand la plateforme la rend éligible. La particularité, encore une fois, avec l'ETF, c'est qu'on va pouvoir l'acheter comme une action à tout moment. Et, encore une fois, le point important, c'est pas de se dire j'investis tout mon argent, il faut déjà définir un montant que je peux investir. On ne va pas mettre tout son salaire sur les marchés financiers. On va épargner en bourse l'argent dont on n'a pas besoin dans l'immédiat. D'accord ? Donc, on perçoit son salaire, on paye son loyer, on se paye à manger, on essaie de se profiter pour en partir un peu aussi en vacances, on se fait un peu de cadeaux. Et s'il nous reste de l'argent, tant mieux, même quelques dizaines d'euros, on peut l'utiliser pour investir sur les marchés financiers en se disant qu'on ne va pas en avoir besoin demain. Je précise que l'argent, quand on investit sur un compte titre PEA ou une assurance vie, n'est pas bloqué. C'est la fiscalité qui est plus ou moins avantageuse en fonction de la durée de détention. Donc même si j'investis des dizaines d'euros et que finalement, au bout d'un an, j'ai besoin de cet argent, ça ne sera pas bloqué. Je vais pouvoir récupérer cet argent. Mais si je fais des plus-values, je vais devoir payer de l'impôt sur la plus-value que j'ai perçue. Donc voilà. Mathias, est-ce qu'il faut ouvrir un compte titre ou un PEA ? Les deux, mon capitaine. Le compte titre et le PEA sont simplement complémentaires. Le PEA est un outil d'investissement à long terme, moyen terme, on va dire long terme, au-delà de 5 ans, qui est fiscalement plus avantageux, puisqu'on paye 17,2% de taxes contre 30% sur un compte titre. Donc au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans. Le compte titre, lui, est plus flexible, plus large dans l'univers des possibles. Oui, parce que le PEA, c'est que les valeurs françaises et européennes. Oui, le PEA limite en fait ce qu'on appelle l'univers des possibles, l'univers d'investissement. Le PEA le limite. Pour les plus aisés des épargnants, le PEA limite aussi les montants que l'on peut investir à 150 000 euros de versement. Donc le PEA et le compte titre sont très complémentaires. Moi, il y a un élément qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il y a une bascule là, très forte chez les épargnants français. Jusqu'à il y a 3 ans à peu près, les épargnants français en actions avaient entre 70 et 80% d'actions françaises. Chez Trade Republic en France, c'est 30%. Donc en fait, il y a une internationalisation de l'univers des possibles. Et donc le compte titre, pour pouvoir investir sur les marchés asiatiques, sur les marchés américains, sur les marchés du monde entier, avec peut-être un peu plus de flexibilité, le compte titre est adapté. Et pour des versements programmés à long terme, où l'on sait que l'on souhaite laisser cet argent au-delà de 5 ans sur des actions plutôt françaises et européennes, ou des ETF d'ailleurs éligibles au PEA,
il y a là le PEA fait parfaitement sens. Donc les deux sont très complémentaires. Alors d'autant que la loi Pacte a beaucoup assoupli le PEA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler effectivement les dispositions récentes qui ont été mises en place ? Oui, bien sûr. Donc le PEA, depuis la loi Pacte, a un temps d'investissement plus court, puisque maintenant c'est à partir de 5 ans d'ouverture du PEA que l'on bénéficie de la fiscalité réduite sur les plus-values à 17,2%. Avant, c'était 8 ans. Et on peut également retirer plus facilement de l'argent de son PEA sans en déclencher la clôture. Oui, c'est-à-dire qu'avant, en fait, quand on faisait un retrait dans les 8 ans, ça fermait le PEA, alors que maintenant, il n'y a plus de fermeture après 5 ans. Exactement. Il y a un élément qui a peut-être manqué dans la loi Pacte, il se trouve que je collabore avec un club de réflexion qui s'appelle la Fondation Concorde, qui a publié un rapport sous le parrainage de Christian de Boissieu, l'économiste. Et l'une des propos, alors on a formulé plusieurs propositions, évidemment, pour favoriser l'investissement dans l'économie réelle. On a proposé que le plafond du PEA et le plafond de versement sur le PEA soient doublés. Mais on a également proposé que le PEA viennent intégrer un dispositif de transmission. Parce qu'en fait, lorsque le détenteur du PEA vient à décéder, ses héritiers ne peuvent pas récupérer le PEA en tant que tel, perdent l'antériorité fiscale, et donc c'est vraiment pas optimal. En fait, il faut vendre en fait le plan en fait pour que ça, et puis après ça rentre dans la succession. Donc ce qui est et fiscalement et d'un point de vue pratique et aussi d'un point de vue de l'investissement dans l'économie réelle est vraiment pas optimal. Donc on a souhaité proposer avec la Fondation Concorde que le PEA puisse faire l'objet d'un régime de transmission simplifié, où le PEA serait transmis en tant que tel aux héritiers. On ne serait pas obligé de le vendre, on conserverait l'antériorité fiscale et l'investissement pourrait se poursuivre. Ce qui est possible pour le contrat d'assurance vie. Tout à fait. On peut le transmettre comme ça. Oui, tout à fait. D'accord. L'assurance vie est un excellent outil de transmission, mais a d'autres inconvénients. Oui. Alors Jérémy, Mathias en a fait référence. On peut mettre des ETF dans le PEA. Alors oui, et surtout qu'on peut investir, s'exposer sur les marchés internationaux dans le PEA. Parce qu'effectivement, vous disiez que investir dans un PEA était illimité aux actions de la zone euro notamment. C'est vrai. Mais grâce aux ETF, je peux m'exposer aux actions internationales. Donc je peux avoir 100% de mon PEA exposé à l'indice S&P 500, à l'indice MSCI World, à l'indice Nasdaq. Je peux faire un peu tout ce que je veux dans mon PEA. Et donc c'est là où c'est très intéressant. On n'est plus limité à la zone euro. On sait que historiquement, là encore une fois je parle d'historique, performances passées ne préjugeant pas des performances futures, les marchés américains, le petit disclaimer qu'on trouve partout. En tête, les marchés internationaux américains ont surperformé les marchés européens. Donc c'est vrai que c'est dommage de se priver de la performance de ces marchés-là. Surtout, investir sur une action américaine en direct, donc on a compris que c'était compliqué sur un PEA, mais même sur un compte titre, on peut potentiellement le faire, mais parfois, il peut y avoir des coûts supplémentaires, parce qu'on investit sur une action américaine qui n'est pas cotée sur Euronext. Là, en investissant sur un ETF, l'ETF va être coté sur la bourse de Paris, donc un ETF S&P 500 est coté sur Paris, et donc je peux l'acheter sur mon PEA, un ETF, sur toutes les zones géographiques, et donc je peux avoir une exposition vraiment internationale, diversifiée, et on a même lancé un ETF sur les obligations d'État, donc avec un niveau de risque en théorie plus faible, pour avoir un portefeuille plus uniquement investi sur les marchés actions. Ok, très bien, merci beaucoup. On va passer maintenant à la séquence questions des internautes. Alors, première question, je vais me tourner... on nous parle effectivement d'ETF et d'OPC qui sont éligibles au PEA PME. Alors, il faut peut-être rappeler, alors que ce soit Mathias ou Jérémy, c'est à vous de voir, ce qu'est le PEA PME, parce que tout le monde ne le sait pas, et cette histoire de plafond qui justement a été changée également par la loi Pacte.
Alors, le PEA-PME, c'est un PEA qui est réservé aux PME. Alors, en réalité, il est réservé aux PME et aux ETI, mais PEA, PME, ETI, c'était un peu long, donc on a fait PEA-PME. Dans le PEA-PME, avec un plafond individuel de versement de 75 000 euros, ce qui, cumulé au PEA, fait un plafond de 225 000 euros. Dans le PEA-PME, on peut mettre des valeurs d'entreprises qui ont moins de 5 000 salariés, moins de 2 milliards, si je ne dis pas de bêtises, de bilan, moins d'1,5 milliard ou 2 milliards, je ne sais plus exactement, de chiffre d'affaires. Donc c'est des entreprises de taille plus petite et ce véhicule a été créé dans la perspective du soutien à ces PME, à ces ETI qui sont sous-capitalisés, entre guillemets, en Europe et en France en particulier. Et donc ce plafond a été relevé par la loi Pacte à hauteur de 225 000 euros, à condition, c'est-à-dire le PEA compris. En fait, il faut que le PEA et le PEA-PME fassent 225 000 euros, peu importe la répartition. Grosso modo, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc il y a eu une petite ouverture, on va dire, de ce côté-là, ce qui est particulièrement utile aux entrepreneurs, entre guillemets, qui sont à la tête de PME. Donc voilà pour le PEA-PME, qui est un outil complémentaire qui a beaucoup moins de succès que le PEA en France aujourd'hui. Il y a à peu près 7 millions, on arrive à 7 millions de PEA en France. Il y a quelques centaines de milliers de PEA-PME. Donc le dispositif est un petit peu moins connu. Mais néanmoins utile. Et pour ce qui est des ETF ou OPC éligibles, Jérémy, on ne fera pas de recommandations parce que ce n'est pas notre métier, mais il existe des ETF éligibles au PEA-PME. Voilà. D'accord. Bon, Christophe, puisque c'était Christophe qui nous posait cette question, voilà. Jérémy ne peut pas en dire plus. Il n'est pas conseiller financier. Voilà, c'est ça. Il peut pas. Il y a d'excellents spécialistes en France, que ce soit sur les réseaux sociaux pour certains ou sur Internet, qui sont tout à fait à même de répondre à sa question. Ouais. Et Jérémy, quel est le ticket d'entrée en fait pour investir en bourse, dans un ETF ou leur action ? En fait, un ETF vaut une dizaine d'euros. Donc on a des ETF, ça dépend les ETF. Mais on a des ETF qui valent 10 euros, 20 euros, 30 euros. Et si je dis pas de bêtises, de toute façon, avec Trade Republic, je peux investir n'importe quel montant. Donc si je veux investir peut-être 5 euros, je crois que c'est possible. Parce que Trade Republic permet de décomposer la fraction, une part d'un ETF. Donc en soi, un ETF est accessible par rapport à son prix d'achat, en fonction du jour de valorisation. Donc ça peut valoir des dizaines d'euros, voire plus. Mais sur Trade Republic, on peut acheter une fraction de part d'un ETF. Donc pour encore moins que une dizaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises. En fait, dans la logique d'accessibilité, c'est vraiment le mot d'ordre, effectivement, il faut permettre, puisque on prend une action, je sais pas moi, LVMH, une action Amazon, une action Google, une action Hermès, ce sont des actions qui valent plusieurs centaines, voire milliers d'euros individuellement. La part, c'est pas du tout accessible. Non. Et c'est dommage, parce qu'on est très nombreux parmi la population à utiliser les services d'Amazon. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas en toucher à un moment donné les bénéfices en participant à la croissance de l'entreprise aussi. Donc la seule solution pour cela, c'est de permettre effectivement aux particuliers d'investir en une somme fixe. En l'occurrence, chez Trade Republic, c'est à partir de 10 euros par mois. Donc une somme fixe, mais qui vient acheter une fraction de l'action ou de l'ETF. Donc on possède on possède pleinement, c'est une pleine possession juridique, sur un compte à soi, une fraction de l'action ou de l'ETF concerné. Et puis quand on arrive petit à petit à une part, cette part nous appartient pleinement. Et pendant cette période-là, on est même éligible, à juste proportion évidemment, à une part du dividende. Donc c'est une innovation récente. Alors il faut faire attention parce que tous les acteurs ne proposent pas une pleine possession juridique de cette fraction. Certains acteurs proposent en fait des produits dérivés. Donc il y a un risque de contrepartie. On risque d'avoir un problème si jamais le courtier lui-même a une difficulté. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on fait, mais c'est une innovation récente et hyper utile en termes d'accessibilité. D'accord, donc vous, en fait, par exemple, vous achetez une action qui vaut 100 et vous proposez que l'actionnaire paye, que l'épargnant paye que 10 euros par mois.
Et donc c'est au bout de 10 mois qu'il aura l'action qui vaut 100. Enfin, la L'action propriété entière, oui, tout entière, à fait. quoi. Ouais, D'accord. ouais, tout à fait. À ceci près que c'est pas nous qui l'achetons, D'accord. c'est le collectif des clients qui D'accord. l'achètent. Donc c'est vraiment ségrégué, ça n'appartient pas à Trade Republic, ça appartient aux clients qui le possèdent. D'accord. C'est pas parce que moi je pensais qu'effectivement vous achetiez l'action et qu'après vous cédiez en fait la propriété une fois qu'il a fait la totale propriété. Non, c'est pas ça en fait. C'est vraiment un compte collectif de D'accord. clients. On accorde énormément d'importance chez Trade Republic, et c'est le cas d'autres acteurs aussi, mais on accorde énormément d'importance à ce que les choses soient claires. Mhm. Donc les comptes de nos clients sont des comptes individuels, détenus chez un dépositaire qui a pignon sur rue, qui est une grande banque en Allemagne. Mais dans le cadre des fractions d'actions, c'est le collectif qui achète. Puisque quand on a plus d'1 million de clients, eh bien, en général, il y a plusieurs personnes qui veulent mettre en place des plans d'investissement programmés. Ok, très bien. Une question, et ça sera la dernière parce qu'on dépasse le temps. Pour vous deux, quel est l'horizon de placement Alors, vous avez commencé un petit peu à en parler, mais en gros, quel est l'horizon de placement quand on investit en actions ou en ETF ? En fait, pour répondre à cette question, en fait, on va remarquer que les enveloppes d'épargne sont assez bien faites. Et donc, la fiscalité est plus ou moins avantageuse à partir de 5, voire 8 ans. Et en fait, l'horizon d'investissement minimum, c'est la période à partir de laquelle la fiscalité des enveloppes d'épargne est avantageuse. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut garder que cet horizon 5 ou 8 ans, 10, 20 ans. En fait, il faut commencer à épargner dès qu'on peut le faire. Voilà. Le point, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Plus on le fait, mieux c'est. Et quand on est parent, on peut le faire pour son enfant. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent je mets de l'argent de côté pour mon enfant sur mon livret A. Bah oui, mais dans 20 ans, il aura peut-être pas grand-chose. Il aura ce que tu lui as mis sur son compte, mais il n'aura pas de rendement. Donc, plus on a un horizon d'investissement long, mieux c'est. Mathias, j'imagine que vous êtes d'accord avec Jérémy ? Pour simplifier, il n'est jamais trop tôt pour commencer à investir, à condition de bien le faire. Et bien investir, c'est investir de manière diversifiée et progressive. Ce sont les 2 règles à suivre. Ensuite, en fonction de la flexibilité des enveloppes d'épargne, on va, pour ces projets, parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent n'est pas une fin en soi, l'argent est là pour soutenir des projets de vie, on va en débloquer une partie pour les études de ses enfants, on va en débloquer une partie en cas de coup dur au travail, on va en débloquer une autre partie pour le voyage de ses rêves à 50 ans, et surtout, on va en investir le maximum pour préparer sa retraite. D'accord. Le message est passé, je pense. Merci beaucoup, messieurs. Il est 11h06, on a un petit peu débordé. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Demain, on va parler des placements dynamiques. Encore une fois, après les placements prudents le lundi, les placements équilibrés le mardi, le mercredi, ça sera jour des placements dynamiques. Et c'est Nicolas Pagnès de Bismart qui sera l'animateur de cette matinale. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.